Bien, bonjour à tout le monde. Je viens vers vous pour vous faire une correction vidéo des activités faites la semaine dernière. Il me semble que certains d'entre vous ont eu des erreurs assez importantes, donc il faut absolument que je revoie ça plutôt en audio que uniquement par l'écrit. Alors, on va commencer par une petite introduction et un rappel surtout de ce qui a été fait. On avait fait cette activité avant le confinement et on avait vu un certain nombre de choses. Tout d'abord que les bactéries étaient capables de se multiplier, surtout à une température de 37 degrés Celsius et qui étaient les conditions que l'on pouvait retrouver dans notre corps. On a donc vu qu'une fois que ces bactéries, virus ou champignons étaient présents, ils pouvaient pénétrer à l'intérieur de notre corps. C'est ce qu'on appelle la contamination. Je vous rappelle qu'on a des barrières naturelles qui sont la peau et les muqueuses, et lorsqu'il y a des micro-lésions, eh bien, ces micro-organismes peuvent pénétrer à l'intérieur de notre corps. C'est ce qu'on appelle la contamination. Une fois la contamination faite, ils vont pouvoir se multiplier puisque les conditions sont requises. C'est ce qu'on va appeler l'infection. Les bactéries ne fonctionnent pas de la même manière que les virus pour nous infecter. On va retenir principalement la toxémie, c'est-à-dire les bactéries qui nous infectent en restant sur le lieu où elles ont pénétré à l'intérieur de notre corps et vont produire des toxines, et c'est ce qui va nous rendre malades. Ce sont les symptômes de notre maladie. Pour les virus, ce mode d'infection est beaucoup plus complexe et on va dire, on l'avait dit, plus saugrenu, puisque ces virus vont pénétrer à l'intérieur de nos cellules et prendre carrément la cellule en otage et lui commander de faire un certain nombre de choses que l'on peut voir sur le schéma qui est ici. Donc le virus ne pénètre pas directement à l'intérieur des cellules, hein, comme on peut le voir ici, c'est son matériel génétique qu'elle va injecter dans notre cellule, prendre le contrôle de notre cellule pour que celle-ci se mette à fabriquer tous les éléments nécessaires pour reconstituer un virus en entier. Problème, c'est qu'en fonction de ce virus, eh bien, soit il va aller simplement déformer les cellules, et donc déformer les cellules, déformer donc le tissu et l'organe, et donc cet organe va mal fonctionner, un des symptômes de certaines maladies. Mais hélas, certains virus peuvent aller plus loin jusqu'à la destruction totale de nos cellules, et donc hélas, les tissus qui sont constitués de ces cellules et hélas, après, l'organe tout entier. Voilà pour le rappel, mais on le sait tous, nous avons un autre paramètre qui rentre en jeu, qui est notre système immunitaire, et ce système immunitaire va nous permettre de combattre ces micro-organismes. Donc d'abord, on a les premières barrières qui sont la peau et les muqueuses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ensuite, une fois que nous avons été contaminés, il va y avoir des premiers symptômes qu'on appelle l'inflammation, que l'on peut voir sur ce doigt. Donc je vous avais demandé dans cette activité de me donner ce que l'on pouvait voir sur cette photo. Donc vous êtes beaucoup à avoir dit qu'il y avait un gonflement, une rougeur, mais si on était la personne qui ressentait cette inflammation, on aurait également constaté une douleur, on aurait constaté également un peu de pus qu'on peut voir ici, et également, je me manque un terme, donc douleur, chaleur, que l'on aurait pu remarquer en touchant ce doigt. Donc si l'on récapitule, l'inflammation est caractérisée par un certain nombre de paramètres, la douleur, la chaleur, la rougeur, le gonflement et on peut le voir dans certains cas, l'apparition de pus. Bon, la deuxième photo étant un peu plus subjective, on voit un peu moins bien.
Nous avions donc une activité à faire sur Monsieur Bobola. On va suivre Monsieur Bobola, vous allez voir, sur plusieurs activités. Et Monsieur Bobola, eh bien, est un hypocondriaque, hein, c'est-à-dire une personne qui pense toujours tomber malade et que voilà, il va avoir des symptômes. Donc, il vient voir son médecin et pour que ce Monsieur Bobola soit rassuré, le médecin a décidé de lui faire une prise de sang. Bien évidemment, pour une inflammation, on ne fait pas de prise de sang. Donc là, c'était uniquement pour l'exercice. Donc, on va comparer deux patients. Donc, je vous avais demandé de comparer, donc, forcément d'utiliser les termes plus que, moins que, autant que. Certains d'entre vous l'ont fait assez rapidement et ont plutôt répondu à la deuxième question. Donc, la première question était donc de comparer. Si l'on compare pour le patient numéro 1, il fallait donc comparer ses valeurs à lui avec les valeurs normales. On est bien évidemment ici aussi par millimètre cube. Donc, si on regarde les trois catégories, hématie, leucocytes et plaquettes, on s'aperçoit pour chaque catégorie que ce patient a tout à fait des cellules normales en quantité et qu'il n'a donc aucune infection. Monsieur Bobola étant donc dans le deuxième cas de figure, il est atteint, il a une inflammation et on peut le constater de fait que ses leucocytes sont beaucoup plus élevés que la normale. Il a 14 600 par millimètre cube de leucocytes alors qu'il devrait être entre 4 400 à 10 000 par millimètre cube. Ce qui prouve donc qu'il a une infection. Allons donc voir ce que c'est que ces fameux leucocytes. En cours, nous aurions dû observer un frottis sanguin, c'est ce que je vous avais noté, et donc là, on va les observer. Donc, il y a plusieurs choses que l'on peut voir ici, le plasma, le liquide du sang, les plaquettes, les leucocytes et les hématies. Les plaquettes sont des cellules sanguines, mais extrêmement petites, qui ne vont pas rentrer en jeu pour notre défense, mais servent principalement à la coagulation lorsque l'on se fait une blessure et que l'on saigne. C'est ces plaquettes qui vont venir colmater cette petite brèche pour que le sang ne puisse plus sortir de l'organisme. Intéressons-nous maintenant aux autres et principalement aux leucocytes. Donc, on voit ici un leucocyte avec un noyau à plusieurs lobes, des leucocytes avec de grands noyaux à l'intérieur et les hématies qui ont la particularité de ne pas avoir de noyau. Ce sont des cellules sanguines, les hématies, et ces cellules sanguines, elles, vont nous servir à véhiculer le dioxygène et le dioxyde de carbone à l'intérieur de notre corps, puisque vous le savez, nos organes ont besoin de dioxygène pour pouvoir faire des réactions chimiques. Regardons donc ces leucocytes et nous nous apercevons donc qu'il y a plusieurs sortes de leucocytes. J'ai oublié de vous dire que ces leucocytes, c'est ce qu'on appelle plus généralement les globules blancs et les hématies, c'est ce qu'on appelle plus généralement les globules rouges. Ces leucocytes sont donc de deux types principalement, les lymphocytes, ceux qui ont un gros noyau simple et assez volumineux, et de l'autre côté les phagocytes qui ont plusieurs lobes au niveau de leur noyau. Regardons ce que l'on trouve dans le cul de cette personne atteinte. On rencontre bien évidemment plein de microbes dans le pus, ce qui paraît logique puisque c'est l'endroit par lequel les microbes ont pénétré, mais on constate également d'autres cellules et si vous les comparez avec le document de tout à l'heure, on s'aperçoit qu'il existe plusieurs lobes dans le noyau. Ça veut dire que l'on a affaire à des globules blancs, des leucocytes et principalement, ce sont bien évidemment des phagocytes. J'ai fait une erreur, il manque le T. Et donc, ma question suivante était de savoir d'où proviennent donc ces phagocytes qu'on observe dans le pus. Il suffisait de faire le lien. Ce sont les phagocytes que l'on trouve normalement dans les vaisseaux sanguins, ce qui suggère donc que ces phagocytes ont la faculté de sortir des vaisseaux sanguins et d'aller à l'endroit où se trouvent les microbes. C'est quelque chose d'assez incroyable. Nous allons donc essayer de regarder toutes les étapes. Le schéma, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Première étape, lorsqu'un micro-organisme pénètre dans votre corps, il existe sur votre peau et les tissus, c'est-à-dire les muqueuses, un certain nombre de cellules que l'on appelle des cellules sentinelles.
elles portent bien leur nom puisque ces cellules sentinelles, elles sont là pour mettre en garde, pour prévenir du danger imminent créé par les microbes. Donc, elles sont capables de reconnaître n'importe quel élément étranger de notre corps, virus, bactéries, poussière, etc. C'est ce qu'on appelle la première étape de l'inflammation que l'on a vu tout à l'heure au début de l'activité. Ces cellules sentinelles vont donc produire des substances, chimiokines, interférons, histamines, et qui vont avoir des effets différents. Les chimiokines, elles, vont alerter nos fameux phagocytes de la présence d'éléments étrangers et donc attirer les phagocytes vers la zone infectée. L'histamine, elle, par exemple, va provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins à cet endroit-là pour que justement il y ait un afflux de sang et donc un afflux de phagocytes. C'est ce qui provoque donc le gonflement et la rougeur, mais également, hélas, la douleur. Puisque sur le schéma, nous avons vu qu'il y avait des connexions nerveuses. Une fois que les phagocytes sont sur place, ils ont un pouvoir assez extraordinaire. Ce sont des cellules capables de bouger, comme on l'a vu, mais également de créer ce qu'on appelle des prolongements de la membrane cytoplasmique. Et ces prolongements de la membrane cytoplasmique, lorsqu'ils vont toucher une bactérie, vont provoquer la déformation de la membrane cytoplasmique qui va englober, comme on le voit bien sur le schéma ici, la bactérie. Ces phagocytes ont à l'intérieur des enzymes qui vont détruire les bactéries, les virus, tout élément étranger à notre corps. C'est donc une réaction extrêmement rapide qui est la première ligne de défense de notre corps. Je vais revenir donc une dernière fois donc, sur le schéma de notre inflammation. Il y avait donc les capillaires sanguins que l'on voit ici, avec à l'intérieur les globules rouges, donc les hématies. Ici, on peut voir les globules blancs, les leucocytes, principalement les phagocytes. On observe en rouge ici les microbes et l'épine qui a provoqué et donc la lésion et l'apport, la pénétration de microbes dans notre organisme. Deux couches ont été percées, l'épiderme et le derme. Donc, comme on a pu le constater, une fois que ces microbes ont pénétré, eh bien, le pus va se former et ce pus, en fait, est constitué de deux parties qui sont les microbes, bien évidemment, un liquide extracellulaire avec, à l'intérieur, nos fameux phagocytes. Et on constate également dans l'épiderme cette fameuse terminaison nerveuse qui va faire que nous avons mal à ces endroits et prévenir donc le cerveau qu'il y a un problème au niveau de cette partie de notre corps. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cette première activité. C'est la première, soyez indulgents. Je vais essayer de vous en faire une autre puisque ça sera un petit peu plus compliqué pour ceux qui ont commencé la seconde activité. Merci, au revoir.